Autrement, c'est bon. D'accord. C'est bon, Smith. Bonjour, bonsoir à vous tous. Comme à l'accoutumée, aujourd'hui, nous sommes le 19 mai 2024 et ce soir, nous allons parler de la crise haïtienne, ses apports, ses limites et notamment, on va voir le conseil présidentiel. Je rappelle que cette conférence est rendue possible grâce au partenariat entre l'ANIDCA et l'UIS, qui est une université qui vous offre une possibilité d'étudier en ligne, d'obtenir votre licence, votre master et votre doctorat. Et la prochaine cohorte, c'est pour septembre 2024. Et ce soir, nous allons présenter quelqu'un qui passe de présentation. Il a été ex-député, il est avocat, il est aussi membre du conseil, membre de l'UIS. Et ce soir, il est doctorant à l'UIS. Il est ex-commissaire du gouvernement. C'est quelqu'un qui connaît la politique haïtienne et à qui je dis bonsoir, Maître Franck Loture. Bonsoir. Bonsoir, Maître Franck Loture. Bonsoir à tous et merci. Oui. Bonsoir. Est-ce qu'on vous écoute très bien, M. Franck Loture? Rapprochez-vous un petit peu du micro, s'il vous plaît. Pour que ça passe mieux. Avec nous ce soir, M. Loture va aborder la crise haïtienne, apport et limites du conseil présidentiel. Donc, nous leur disons bonsoir et bienvenue. La connexion, malheureusement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous écoutons. Ok, voilà. Merci beaucoup de m'avoir introduit et je salue tout le monde. Comme annoncé, nous allons devoir intervenir sur la crise haïtienne en faisant ressortir les apports et les limites du Conseil présidentiel de transition. Haïti est un pays en crise. C'est sans nul doute l'une des opinions qui font consensus dans le milieu politique, dans le milieu social, le milieu économique haïtien. Là où la divergence commence à émerger, c'est au niveau de la dimension de la crise, au niveau des facteurs qui conduisent à la Franck Loture a une coupure. Faut patienter. Tu m'entends, Smith? Voilà, Franck, tu avais un problème de connexion. Maintenant, te voilà. Tu peux continuer. Il paraît que M. Loture a une coupure de connexion. En attendant qu'il nous rejoigne, Il est je déjà là. rappelle pour vous que ce soir, il est déjà là. Bonsoir, monsieur.
Clôture, vous êtes de retour là? Oui, il est là. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Mais enfin, ces terres, on les a jamais achetées. Les Français. Alors, monsieur Franck Clôture, comme ces jours-ci en Haïti, la connexion Internet fait beaucoup d'effets. Donc, on espère que monsieur Clôture pourra se reconnecter. Je vous rappelle que ce soir, nous parlons de la crise haïtienne, ses apports, ses limites, les limites du Conseil présidentiel de transition. Et hier, c'était la fête nationale de notre bicolore, le 221e anniversaire. Et 3 de ces conseillers présidentiels étaient venus au Cap-Haïtien pour faire leur discours. Donc ce soir, ce sera intéressant d'écouter M. Clôture qui apportera des précisions sur les limites de ce conseil parce qu'il est avocat, il est ex-député, il est ex-commissaire du gouvernement. Donc, M. Clôture, vous pouvez nous rejoindre là? Bonsoir, M. Franck Clôture. Oui, salut, je suis là. C'est bon maintenant? Ok, d'accord. Nous vous écoutons. Voilà. Je disais tout à l'heure que la crise haïtienne n'est pas circonscrite dans la seule sphère politique. La crise secoue les familles, la crise branle l'université, la crise secoue la justice, l'Église, la crise menace même les fondements de l'État. La crise haïtienne, c'est l'une des plus profondes, l'une des plus systémiques, l'une des plus durables jamais vécues. C'est une crise qui peut être expliquée au triple plan socio-culturel, politique, économique. Il y a deux auteurs, Pochan et Mitroff, qui identifient 7 types de crises. Crise économique, crise informationnelle, crise matérielle, crise de ressources humaines, crise de réputation, crise causée par des désastres naturels. Mais aujourd'hui, c'est la crise politique. C'est la crise politique que nous allons nous intéresser dans le cadre de cette présentation. La crise politique ne date pas d'hier. Elle n'est pas non plus concomitante avec la mort du président Jovenel Moïse. Donc, c'est une crise qui plonge ses racines dans des décennies de désordre et de tâtonnement au niveau de la gouvernance politique. Le vide institutionnel créé par le régicide du président Jovenel Moïse n'a fait qu'empirer la crise politique déjà aiguë, profondément ancrée dans notre civilisation politique. Alors, Jovenel Moïse, rappelez-vous bien, il est assassiné environ 6 mois avant la fin de son mandat.
sans laisser un successeur élu. En février 2016, je crois, on avait eu une situation similaire quand le président Joseph Michel Martelly a accepté d'écouter son mandat qui devait logiquement prendre fin le 14 mai 2016. Mais heureusement, l'Assemblée nationale était en place et l'Assemblée nationale a assumé sa responsabilité en se basant sur les amendements de 2011 qui définit entre autres attributions de l'Assemblée nationale et celle de pouvoir au remplacement d'un président en cas d'absence. Voilà. Et vous avez une idée de l'épisode privé qui est plus ou moins bien passé et on vient de passer en revue le décès de Jovenel Moïse sans entrer dans les détails de sa gouvernance. Et c'est à sa mort que nous sommes à nouveau plongés dans une nouvelle crise politique. Et les tentatives de recherche de solutions sont nombreuses. Vous vous rappelez le protocole d'entente nationale paraphé le 9 juillet 2021 proclamant Joseph Lambert président et Ariel Henry Premier ministre. Vous vous rappelez l'accord du 11 septembre 2021. Il y avait celui du 30 août 2021 dit accord de Montana. Il y avait un autre accord, celui du 21 décembre 2022. Il y a l'accord politique de Louisiane et le tout dernier en date, c'est l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée paraphé le 3 avril 2024. Donc, ce dernier accord est, on dirait, l'acte fondateur du Conseil présidentiel de transition. C'est cet accord qui a créé, c'est l'acte créateur du Conseil présidentiel de transition. Alors, l'accord identifie 3 organes de la gouvernance politique, et parmi lesquels le Conseil présidentiel de transition, auquel on peut ajouter la primature qu'il importe de mettre en place et le gouvernement qui doit remplacer celui de M. Ariel Henry. L'accord du 3 avril 2024 a prévu la sortie d'un décret portant organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel, ce qui a été fait, et le décret, vous le savez, a été publié dans le journal officiel Le Moniteur après avoir été modifié profondément par le gouvernement démissionnaire d'Ariel Henry. Alors, ces 2 textes, l'accord du 3 avril 2024 et le décret dont je viens de vous parler, lequel porte organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel, particulièrement en étant muet sur l'OCAG, l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, ce sont ces 2 textes qui constituent le cadre juridique de la transition, le cadre juridique de référence de la transition. Nous sommes dans une transition et donc nous sommes en dehors des rails. C'est pour cela justement qu'on l'appelle transition. Donc, le but, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, nous devons transiter de cette situation réelle dans laquelle nous sommes hors
de l'ordre constitutionnel et nous devons aller vers la situation idéale où nous rétablissons l'ordre constitutionnel. Alors, nous disons que ce sont ces deux textes, l'accord et le décret, qui constituent le cadre juridique de référence de la transition. Évidemment, ces deux textes sont complétés par certaines dispositions constitutionnelles auxquelles fait référence soit l'accord, soit le constitutionnel. Et cette disposition constitutionnelle complète le cadre juridique de la transition. Maintenant, c'est ce qui nous intéresse le plus dans le cadre de cette présentation. Il est question de voir quels sont les apports et quels sont les avantages et quelles sont aussi les contraintes, les difficultés, les limites et du Conseil présidentiel. Alors, qu'est-ce que nous pouvons relever comme apport, comme avantage? Alors, le Conseil présidentiel, tel qu'il est conçu depuis les pourparlers ayant été faits sous les auspices de la CARICOM, a le mérite de créer les conditions d'un apaisement politique. Vous savez autant que moi que l'instabilité politique, c'est un des facteurs majeurs qui se situe au fondement de la crise politique, l'instabilité politique. Elle est née des élections qui sont contestées à tort ou à raison. Certaines fois, on assiste à des revendications populaires et alimentées par les partis politiques allant dans le sens de la démission ou du déchoucage des autorités issues des urnes. Et donc, nous disons, le Conseil présidentiel a le mérite de créer les conditions d'un apaisement politique, en ce sens que le Conseil favorise l'inclusion La connexion est rétablie. J'espère que vous me recevez. Je disais tout à l'heure que le Conseil présidentiel, tel qu'il est conçu, a une meilleure inclusion, une meilleure intégration des acteurs politiques, notamment les acteurs politiques dans l'opposition par rapport au pouvoir de Martelly, par rapport au pouvoir de Jovenel et aussi par rapport au pouvoir d'Ariel Henry. Au lieu d'avoir des acteurs politiques à appeler la population à manifester dans les rues avec le cortège de conséquences que ça peut entraîner et que vous savez tous, au lieu d'avoir des acteurs politiques à appeler la population à se manifester violemment dans les rues, on a des acteurs politiques impliqués dans la recherche de solutions consensuelles et donc des acteurs politiques au pouvoir qui doivent désormais assumer le pouvoir, donner des résultats et combler les attentes populaires. Et ce que nous pouvons encore relever comme, disons, un avantage, un apport, c'est que la formule du Conseil présidentiel, c'est une formule qui met un peu à l'épreuve notre démocratie.
Hein? C'est une formule qui met un peu à l'épreuve notre démocratie. Et vous regardez comment on essaie de sortir difficilement et comment aussi on risque de déboucher sur un échec, tant l'exercice démocratique nous paraît difficile. Donc, c'est une formule qui met un peu à l'épreuve notre démocratie, qui pourra éventuellement sortir renforcée si la transition réussit, et elle pourra aussi, et les résultats ne sont pas satisfaisants. Donc voilà, en gros, nous avons relevé ces deux avantages, ces deux formes de contribution de la formule à la stabilité politique et au renforcement de la démocratie. Maintenant, en termes de limites, en termes de contraintes, en termes de difficultés, on va être beaucoup plus abondant parce que nous avons relevé pas moins de 6 facteurs expliquant des limites, des contraintes, des difficultés. La première limite est liée, et certaines fois jugée outrancière et exercée par les secteurs ayant désigné des représentants au Conseil présidentiel. Alors, plus d'un estiment que les secteurs qui ont désigné des représentants au Conseil présidentiel qui nuit certaines fois au fonctionnement du Conseil. On a l'impression que les secteurs sont en train de tirer la ficelle du président. Les conseillers présidents sont harcelés, ils sont tiraillés et ils sont des représentants et donc ils sont tenus de déférer certaines fois aux revendications, aux exigences des secteurs originels. Donc nous disons que les secteurs ayant désigné des représentants au CP doivent faire l'effort de laisser fonctionner le Conseil pour ne pas nuire à son fonctionnement. Et nous sommes témoins des difficultés que rencontrent les conseillers et, par rapport à des revendications qui viennent à longueur de journée des secteurs et qui ne vont pas toujours dans le même sens que l'orientation que veulent donner les conseillers présidents au CP. Alors, ça, c'est pour la première contrainte relevée. Deuxième contrainte. La deuxième contrainte est liée au cadre juridique de la transition lui-même, le cadre juridique. Pourquoi je dis que le cadre juridique comprend des germes de difficultés? Le décret particulièrement, ou bien l'accord, l'accord aurait dû assigner au Conseil présidentiel des pouvoirs, notamment le pouvoir de nommer en toute discrétion un Premier ministre en moins de 72 heures. Le font généralement les présidents issus des urnes. Je dis que le cadre juridique aurait dû assigner au Conseil présidentiel les pouvoirs de nommer un Premier ministre en toute discrétion, en moins de 72 heures, comme le font généralement les présidents issus des urnes. Comme ça, on aurait gagné du temps, on aurait du même coup évité les clivages qui résulteront de toute façon
du choix du Premier ministre parmi les centaines de candidats inscrits. Et donc, si cela se passait comme ça, on aurait évité tout ce temps. Et vous voyez depuis quand le Conseil est installé. Et aujourd'hui encore, le Conseil peine à nommer un Premier ministre, alors que la population attend avec impatience que le Conseil se mette au travail. Et il se trouve que le Conseil manque le levier gouvernemental. Et donc, il est urgent que le Conseil nomme un Premier ministre, mais malheureusement, il se trouve que le Conseil utilise un mécanisme prévu par l'accord et le décret. C'est un mécanisme qui ne permet pas au Conseil d'aller vite et ça ne rend pas service à la population. Ça ne favorise pas une meilleure fourniture de services à la population par le Conseil. Alors, la première contrainte, je rappelle, est liée à l'emprise jugée parfois outrancière que les secteurs exercent sur les conseillers présidents. La deuxième contrainte est liée au cadre juridique de la transition lui-même qui pose un mécanisme de désignation du Premier ministre c'est un mécanisme très lourd qui nous met vraiment en retard par rapport aux chantiers qui attendent le Conseil présidentiel. Et voyons maintenant ce que nous avons relevé comme troisième contrainte, troisième difficulté, troisième limite. La troisième contrainte est liée à la primauté des considérations politiques par rapport au cadre juridique de la transition. On a l'impression que les considérations politiques priment même sur la lettre de l'accord, même sur la lettre du décret. La primauté des considérations politiques. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça peut ouvrir la voie à plein de conséquences fâcheuses en termes de gouvernance parce que la force d'une autorité réside le plus souvent dans sa soumission au droit. Et si le Conseil entreprend de violer lui-même le cadre juridique de la transition, ça peut poser certains problèmes. Le Conseil n'aura pas l'autorité suffisante et adéquate pour imposer le respect des normes à la population. Et rappelez-vous bien, on chemine vers des élections et ce que nous devons éviter à tout prix, c'est des élections truquées et donc la transparence, c'est la règle à appliquer et pour ces élections. Et donc, nous devons commencer par nous accrocher au doigt, même si ça suscite des grognes, mais ça vaut mieux que la violation du droit pour faire plaisir à autrui. Et donc, le Conseil doit accorder la primauté au cadre juridique de la transition et non aux considérations politiques et des conseillers présidents. Nous avons vu dans la semaine écoulée une résolution portant la signature de la grande majorité des conseillers présidents, une résolution posant le principe d'une majorité de 5 sur 7 au lieu de 4 sur 7, contrairement aux prescrits de l'accord et du décret. Et donc, ce faisant, les conseillers présidents ont volontairement, manifestement violé le cadre juridique de la transition en accordant la primauté aux considérations politiques par rapport aux normes. Et donc, nous estimons que ça peut constituer un frein
un blocage, ça peut constituer des difficultés pour le Conseil d'avancer comme cela se doit. Et donc, le Conseil présidentiel doit éviter de prendre et dicter des normes qui vont à l'encontre de l'accord, qui vont à l'encontre du décret et qui peuvent même aller jusqu'à amener le Conseil à envisager la modification d'un accord vieux de quelques mois. Alors, pas même quelques mois, vieux de quelques semaines. Donc, ce qui peut amener le Conseil à envisager la modification du décret vieux de seulement quelques semaines. Donc, ce n'est pas normal du tout. Et le temps est à l'application de l'accord, le temps est à l'application du décret. Et donc, il faut accorder la primauté plutôt aux considérations juridiques. Quatrième contrainte que nous avons relevée, c'est une contrainte qui est liée à l'inexpérience du collège présidentiel. Ouais, je dis l'inexpérience du collège présidentiel, même si l'on reconnaît que les conseillers présidents, pris individuellement, sont crédités d'une certaine expérience dans la gestion des affaires publiques, mais le collège, lui, en étant un et indivisible, le collège a un déficit d'expérience. Rappelez-vous bien, le Conseil vient tout juste d'installer. Le Conseil est dans un temps d'adaptation. Le Conseil essaie de prendre des décisions, de constater les échecs et d'ajuster ses positions, etc., etc. Et donc, nous disons que la quatrième contrainte, elle est liée à l'inexpérience du collège. Même si nous le reconnaissons, nous reconnaissons que les conseillers présidents, pris individuellement, ils sont crédités d'une certaine expérience. Par exemple, si l'on prend Edgar Leblanc-Fils, il a été pendant 6 ans président de l'Assemblée nationale. Il interagissait avec l'administration publique, le pouvoir exécutif, etc., etc. Et dans le cadre de la séparation des pouvoirs qui n'implique pas forcément l'existence d'une cloison étanche entre les pouvoirs, et donc il a une certaine expérience. Le cas de Fritz Jean, c'est le même, il a été gouverneur de la Banque centrale. Et pour ce qui est de Gilles, il était sénateur, etc., etc. Et donc, pris individuellement, les conseillers ont des expériences, mais le collège présidentiel, en étant un et indivisible, a un déficit d'expérience parce que la structure est jeune et donc il lui faut du temps pour s'adapter. Or, le temps presse, les chantiers sont énormes. Le cinquième frein, blocage, la sixième contrainte est liée au mécanisme de délibération ou bien au mécanisme de prise de décision. Et on a l'impression que qu'en rédigeant l'accord, on avait en tête que tous les Haïtiens sont des démocrates. Or, on est très, 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 très loin de là. Certaines fois, on a même l'impression que nous voulons faire une démocratie, mais sans démocrates. Et donc, alors, dire que le Conseil a besoin d'une majorité de 5 sur 7 pour prendre des décisions, au lieu de 4 sur 7, eh bien, ce faisant, on rend plus lourd, plus difficile la possibilité pour le Conseil de prendre des décisions. Or, il y a des situations qui peuvent dicter
des décisions spontanées qui peuvent dicter des instructions à donner de manière spontanée et donc concerter entre 5, 7 conseillers et trouver difficilement une entente, un accord sur l'idée, sur le principe, eh bien bon, ça peut nous faire perdre beaucoup de temps et parce que justement le mécanisme de délibération ou bien de prise de décision dans le contexte et de fonctionnement du Conseil présidentiel, un contexte marqué par une démocratie et on pourrait dire encore jeune, même si on a jeté les bases et depuis les années 1987, mais nous faisons vu ce qui s'est passé la dernière fois lorsque 4 sur 7 ont désigné Edgar Leblanc-Fils pour coordonner le conseil. Vous avez vu ce qui s'est passé. Tout cela traduit la fragilité de notre démocratie et donc nous devons considérer cette réalité à chaque fois que nous devons mettre en place une structure collégiale de décision. Évidemment, 4 sur 7, c'est raisonnable, mais vouloir passer à 5 au lieu de 4, ça n'a aucun justificatif, mais vraiment aucune justification valable. 6e limite ou bien contrainte, elle est liée au temps. Elle est liée au temps. Et donc, ça a une dimension temporelle. Pourquoi je dis qu'il y a une contrainte liée au temps? Rappelez-vous bien que nous sommes en train de... nous parlons d'un conseil présidentiel mis en place pour diriger un gouvernement de transition qui ne dépasse pas 24 mois selon l'accord politique, selon le décret. Alors, 24 mois, ce n'est pas beaucoup du tout, alors que les chantiers sont énormes. Il y a des préalables. Le Conseil doit préalablement ou bien en amont mettre le cap sur le problème de l'insécurité. C'est un chantier majeur pour l'accomplissement duquel les autorités nationales ont déjà montré leurs limites, leur incapacité. Et c'est pourquoi justement presque tous les Haïtiens attendent mal outrancier des étrangers pour venir en aide à la police nationale. Et donc, c'est un chantier qui n'est pas du tout mince. Donc, dans l'intervalle, nous avons à résoudre la question, le problème de l'insécurité pour créer les conditions de réalisation des élections. Nous devons également aborder la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle, c'est aussi un chantier qu'il faut absolument régler avant les élections parce que nous savons bien que la Constitution de 1987, en dépit du fait que c'est une constitution démocratique pour laquelle beaucoup d'Haïtiens sont... Alors, une constitution dont beaucoup d'Haïtiens sont favorables au maintien, mais ce n'est pas une œuvre immuable, ce n'est pas une œuvre éternelle, et d'autant plus que c'est cette constitution qui organise notre vie politique. Et donc, c'est cette constitution qui sert de fondement au système décrié, au système contesté. Et on entend sous toutes les lèvres et un discours allant dans le sens d'un changement de système. Donc, on ne saurait bâtir un nouveau système sur la même base. Et donc,
la réforme constitutionnelle s'impose comme une nécessité. Donc, nous devons absolument procéder à une réforme constitutionnelle pour jeter les bases d'un nouveau système qui prend en compte les problèmes concernant la durée des mandats, le problème concernant le chantage à reprocher le plus souvent aux parlementaires quand il faut voter un Premier ministre, problème concernant les mairies, les cartels, le nombre confronté aux résultats, et ça se révèle de moins en moins efficient. Et donc, les problèmes sont nombreux à régler. Et pour ce faire, il faut passer par le canal d'une réforme constitutionnelle. Et donc, moi, en tant que juriste, je suis, pour ces raisons-là, favorable à une réforme constitutionnelle. Et ça, étant donné la fragilité de notre démocratie, ça va coûter beaucoup de temps. Et nous aurons besoin, nous n'aurons pas besoin de consulter le peuple sur l'opportunité, la nécessité de la réforme, parce qu'il y a plein de consultations qui ont été faites dans le passé et les secteurs consultés sont tous d'accord quant à l'idée quant à la nécessité d'un amendement constitutionnel. Mais nous aurons besoin de poser la question comment, selon quelle procédure. Et évidemment, nous n'avons pas de parlement et donc nous n'avons pas d'assemblée constituante dérivée. Nous avons besoin de mettre en place une assemblée constituante originaire. Suivant quel mécanisme, on ne sait pas encore, il n'y a pas de cadre juridique approprié. Et donc, nous aurons besoin d'adopter d'abord un cadre juridique encadrant le mécanisme de la procédure de la mise en place de l'Assemblée constituante originaire pour réfléchir à la question constitutionnelle, rédiger la proposition d'amendement, si vous le voulez comme ça, et soumettre ça au référendum. Et donc, c'est un chantier majeur qui nécessite beaucoup de temps. Et après, on va devoir passer au chantier le plus important, les élections. Et pour ce faire, nous aurons besoin de monter un conseil électoral provisoire. Et comme de l'accord qui fait référence à la Constitution, notamment l'article 289, et si je ne me trompe pas. Et donc, nous aurons besoin de consulter les secteurs et devant être impliqués dans la constitution du CEP. Et donc, ça encore, ça va prendre du temps. Donc, nous relevons comme dernière limite, contrainte, difficulté du Conseil présidentiel, la liée au temps. Et voilà pour les limites. Maintenant, je vais terminer avec ce que pourra cacher comme enjeu et cette transition. Donc, c'est une transition qui peut cacher des enjeux majeurs d'ordre politique, particulièrement parce que nous parlons de réforme constitutionnelle et toute réforme constitutionnelle cache forcément des enjeux. Et on est en droit de s'interroger comment sera le Parlement? Quelle incidence aura la réforme constitutionnelle sur le Parlement dans sa composition et particulièrement? Et va-t-on supprimer une chambre pour passer à un Parlement monocaméral? Alors, c'est autant de questions qu'on peut poser. Et qu'en est-il de l'éligibilité? Va-t-on poser des balises, des critères qui restreignent davantage
les droits politiques des citoyens, notamment le droit de se porter candidat, et autant de questions qui révèlent des enjeux politiques majeurs que cache la réforme constitutionnelle, que cache la transition, cette dernière transition politique. Les enjeux, nous les apprécions, comme je l'avais dit tout à l'heure, et sous l'angle politique. Et ils sont nombreux. Maintenant, nous n'avons qu'à rester vigilants. Nous n'avons qu'à suivre comment ça va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et pour avoir une meilleure idée de l'orientation que va avoir la transition et aussi ce à quoi cette transition peut aboutir. Et donc, je m'arrête là. Je vais me rendre disponible pour ceux-là et celles-là qui veulent poser des questions. Nous allons interagir ensemble autour de ce sujet que je n'ai pas épuisé. Et donc, c'est tout l'intérêt de l'interaction. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Lotur, pour cette super présentation. Donc, il y a eu beaucoup de notes à apprendre et à remarquer. Et maintenant, c'est les questions. Pour ceux d'entre vous qui ont des questions, vous pouvez les envoyer sur le chat. Vous pouvez aussi taper sur l'émoticône de la main et on vous donnera la. Donc, à vous les questions. On va vérifier dans le chat s'il y a déjà des questions. Nous avons une question du docteur Jude-Marie Saint-Martin. À peine créé, est-ce que vous pensez que le CPT peut déjà apporter un apport? Ne serait-il pas plus opportun de regarder de préférence dans le sens où il pourrait être ou pas une option plus pertinente que celle de la Cour de cassation dans le contexte actuel? C'est la première question que nous avons dans le chat. À vous, Monsieur Franck Lotur. Est-ce que tu veux reprendre pour moi, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, il y a Dr. Saint-Martin qui vous demande est-ce que le CPT peut déjà apporter un apport? Deuxième volet, ne serait-il pas plus opportun de regarder sa raison d'être, dans le sens qu'il pourrait être ou pas une option plus pertinente que la Cour de cassation dans le contexte actuel? D'accord. Je commence par remercier Dr. Martin pour la question. Je vais revenir sur la question alors, Dr. Saint-Martin me dira si j'ai saisi fidèlement la question. Alors, le premier volet, est-ce qu'on peut déjà affirmer que le Conseil apporte un apport? Et alors, j'ai parlé beaucoup plus de la formule, c'est-à-dire la façon dont nous avons jugé bon de résoudre la crise au niveau de l'exécutif. Et nous avions deux options, celle de recourir à la Cour de cassation pour se conformer un peu à la Constitution de 1987 et la version non amendée. Et la deuxième option, c'est celle qui est ressortie du dialogue inter-haïtien réalisé sous les auspices de la CARICOM. C'est la formule du Conseil présidentiel, c'est la formule du collège présidentiel. Alors, j'ai confronté la formule au contexte politique, à notre réalité, et j'ai conclu que la formule, telle qu'elle est conçue, elle a le mérite de phasement politique. Mais pour ce qui est du Conseil, effectivement, il faut bien attendre que le Conseil passe à l'œuvre. Il faut juger beaucoup plus le Conseil à l'œuvre et non anticiper pour conclure à l'existence d'un
quelconque apport. C'est pourquoi j'ai mis un accent particulier sur la formule et pour expliquer ce que je relève moi-même comme ce que je considère comme un apport. Et j'ai dit que au lieu d'avoir des acteurs politiques à appeler la population à manifester violemment dans les rues et mettre en danger les biens des citoyens, on a ces acteurs politiques impliqués de la recherche de solutions au sommet, en fait, au pouvoir. Et donc, cette formule, j'estime que ça peut créer les conditions d'un apaisement politique. Maintenant, pour ce qui concerne le deuxième volet, est-ce que approprier le recours à la Cour de cassation? La réponse est non. Pourquoi? Parce que justement, nous avons réalisé dans le passé, c'était le 9 mai 2011, des amendements constitutionnels qui excluent définitivement la Cour de cassation des affaires politiques. Il était question de réaliser la séparation entre les attributions judiciaires et le pouvoir politique. Il était question de procéder à une sorte de séparation entre le droit de juger, d'appliquer la loi et le droit d'exécuter la loi. Donc, il était question d'éviter cette collusion entre le judiciaire et l'exécutif. Et étant donné que les amendements sont d'application, et donc je ne vois pas pourquoi faire marche arrière et aller à nouveau vers la Cour de cassation, notamment surtout parce que des doutes pèsent sur la procédure qui a conduit à la nomination de ces juges-là. Donc, on ne peut pas édifier un processus sur des suspicions négatives sur tout cela. Donc, ce serait construire l'édifice sur du sable mouvant. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là que moi, personnellement, je suis favorable à l'idée de la recherche de solutions consensuelles qui aboutit à la formation du CP. Je n'ai pas la prétention d'avoir comblé Dr Saint-Martin, mais je crois avoir dit quelque chose en lien avec la question qui m'a été posée. Il y a Claude qui avait une question, qui avait levé la main. Vous pouvez poser votre question, Claude, nous vous écoutons. Merci de m'avoir accordé la parole. Je salue le conférencier du jour, Maître Franck Lauture, et que je félicite pour son exposé magistral assez intéressant, assez élaboré. Et je salue aussi les participants. Alors, ma question, c'est la suivante. Et Maître Franck, ne pensez-vous pas que c'est à cause du problème de confiance des Haïtiens qui explique que les organisations qui ont délégué les conseillers se trouvent dans l'obligation de les tenir à l'œil, comme vous avez dit, les organisations. L'une des contraintes que vous avez énoncées, c'est les organisations qui maintiennent une sorte de traite sur les conseillers présidentiels. Ne pensez-vous pas que c'est à cause du problème de confiance des Haïtiens? Parce que si on laisse les conseillers, et peut-être qu'ils s'échapperaient des organisations qui les ont envoyés. Donc, c'est ma question. Merci, magistrat Claude Jean, commissaire à la Cour d'appel de Port-au-Prince. Je vous remercie pour la question. Et je pense que oui, et il y a la méfiance, et à cette opinion
on ne peut pas vraiment opposer un argument contraire. Nous le savons bien. Il y a la méfiance et ça commence à se manifester au niveau des rapports entre le groupe Montana et leurs représentants. Donc, si vous avez vu la dernière note rendue publique par le BSA, et vous voyez transpirer la méfiance. Et donc, cela dit, ce groupe va intensifier le contrôle sur son représentant pour s'assurer de faire passer la vision du groupe au sein du conseil. Mais cela pose problème dans la mesure où, une fois désigné, le conseiller président n'est pas appelé au service de son groupe, mais au service du pays. Et donc, le conseiller devient, il est certes représentant d'un groupe, mais il est un serviteur au service de la nation. Et donc, il doit forcément faire passer avant les intérêts de la nation, avant ceux du secteur qu'il a désigné. Donc, c'est à ce niveau-là que cela pose problème. Et je pense que si les secteurs continuent d'exercer cette influence jugée négative sur les conseillers présidents, eh bien, ça risque de nuire au fonctionnement du conseil présidentiel. Alors, pour répondre, pour résumer, je suis entièrement d'accord avec vous, magistrat, je partage votre avis. À la base de tout cela, il y a une sorte de méfiance. Monsieur, pour clôture, il y a Max Sopia qui pose une question. Est-ce que la présidence tournante au sein du CPT sera profitable au pays? Je remercie Marc Saupier pour la question. Je reviens sur la question pour vous me direz si j'ai bien saisi. Et Marceau, est-ce que je pense que la présidence tournante pourra être favorable au pays? Bon, je pense que non. Et l'idée d'avoir une présidence tournante obéit à une motivation un petit peu personnelle et, chez les conseillers. Et les conseillers aspirent légitimement à coordonner le conseil. Et je n'y vois aucun mal. Aspirer à une fonction, à un poste, à une position, je n'y vois aucun mal. C'est une aspiration légitime. Et donc, pour le conseiller qui plaide en faveur de la présidence tournante, et son idée est rationnelle. Donc, ça prend en compte un intérêt, son intérêt, mais pas celui d'Haïti. Et donc, si on met en œuvre la résolution, on court le risque d'avoir une sorte d'instabilité au niveau d'une des deux têtes de l'exécutif. On court le risque d'avoir un coordonnateur qui revient sur les réalisations de son prédécesseur, on court le risque de mettre en difficulté nos partenaires étrangers qui ont besoin d'un interlocuteur stable. Donc, ça peut poser des problèmes. Et rappelez-vous bien que c'est à la base de la présidence tournante, il y a une résolution et contraire à l'accord et au décret. Et donc, je pense que ce n'est pas favorable au pays et je doute que le CP puisse vraiment mettre en œuvre
la résolution. Parce que pour mettre en œuvre la résolution, il faut qu'on l'ajuste avec le décret et l'accord pour pour la rendre conforme à l'accord et au décret, ce qui va amener, pas le conseil présidentiel, mais les secteurs, les nombreux secteurs et les nombreuses parties prenantes à modifier l'accord, et je suis certain qu'on va se heurter à la résistance de quelques-unes des parties prenantes, donc ce qui peut rendre difficile la modification de l'accord, la modification du décret. Et donc, si on reste attaché à ces deux documents qui constituent le cadre juridique de la transition, eh bien, on est en droit de conclure que la mise en œuvre de la résolution sera difficile. Il y a aussi Junior Kevin Sloture qui pose une question assez intéressante dans le chat. Il dit que, et si ça arrive que le conseil là perd les pédales, quelle autre structure active qu'on a pour prendre le contrôle? C'est-à-dire si le CPT dépasse les limites. Mais c'est une question assez intéressante. Je remercie Loture pour la question. Et je reviens sur la question. Si le conseil présidentiel dépasse les limites de ses attributions, de ses compétences, si le conseil présidentiel entreprend de poser des actions qui nuisent à la stabilité, et quel est le mécanisme de contrôle? C'est ça, Kevin. J'imagine que c'est ça. Alors, l'accord a prévu 3 organes au niveau de la gouvernance politique. 3 organes, le conseil présidentiel, le gouvernement et l'OCAG. L'OCAG se définit organe de contrôle de l'action gouvernementale. Mais moi, je ne suis pas optimiste quant à l'idée, alors je ne suis pas optimiste quant à voir cette structure, à savoir l'OCAG. Et je ne pense pas que le Conseil aille se pencher véritablement sur l'OCAG. Et donc, il se pourra bien que l'on avance avec 2 des 3, le gouvernement et le conseil. Et donc, il n'y aura pas vraiment d'organe de contrôle. Mais il existera seulement la Cour des comptes et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif comme institution préétablie, c'est-à-dire établie avant la conception du conseil présidentiel. Il n'y aura que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui pourra exercer des contrôles administratifs et financiers, mais en ce qui concerne la mise en œuvre de la responsabilité politique des ministres, comme cela se passe en temps normal quand il y a Parlement, étant donné que étant donné que le gouvernement, selon la Constitution, est responsable devant le Parlement, donc le Parlement peut mettre en œuvre la responsabilité politique des ministres par l'interpellation notamment et par des votes de non-confiance. Mais à ce niveau-là, nous n'aurons pas cette possibilité. Et donc, un boulevard se dessine devant les conseillers. Il appartiendra seulement à la population. Et là encore, il sera difficile parce que les conseillers ne pourront pas se porter candidats. Donc, il sera vraiment difficile de mettre en œuvre leur responsabilité politique, d'infliger une sanction politique aux conseillers. Seul pourra agir contre les conseillers la justice si les conseillers se rendent coupables d'infractions dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, notamment des infractions économiques et financières. Merci, monsieur Loture. Il y a un
dans le chat qui pose une question et je vous lis. Il dit, les participants disent, comment est-ce que le CPT peut procéder pour se libérer des partis politiques? Parce que ça lui fait perdre du temps, selon le participant. À vous, monsieur Lotier. Comment le Conseil présidentiel peut procéder pour se libérer de l'emprise des partis politiques? Alors, dans un système politique normal où il y a des normes qui encadrent l'exercice des compétences dévolues aux gouvernants, où il existe des normes qui encadrent l'exercice des pouvoirs, cela ne pose pas problème. Dans un système où il existe des institutions qu'on pourrait appeler des institutions de rempart, cela ne pose pas problème. Dans un système politique où le droit est appliqué convenablement, où il y a soumission absolue de tout au droit, soumission des individus au droit, soumission des institutions au droit, cela ne pose pas problème. On pourrait prendre l'exemple d'un homme assez turbulent, Donald Trump, qui est intégré dans un système ayant des normes et des institutions qui sont parvenus à contenir Donald Trump. Si c'était en Haïti, Trump aurait dévasté, détruit le pays. Et donc, mais en Haïti, ça pose problème parce que nous n'avons pas des institutions de rempart. Les institutions de rempart, comme par exemple le Parlement, lorsqu'il existe, ils sont instrumentalisés par l'exécutif. Je parle de la majorité, parce que au Parlement, ça fonctionne selon la loi de la majorité. La Cour des comptes, nous savons dans quelles conditions les juges sont parfois nommés et les conditions de dépendance qui existent certaines fois entre les magistrats et de la Cour des comptes et certains hommes puissants de l'exécutif. Et dans ces conditions-là, il y a lieu d'avoir peur. Il y a lieu d'avoir peur. Il y a lieu d'avoir peur de l'emprise des partis politiques sur les conseillers présidents. Mais autrement, on n'aurait pas raison à avoir aussi peur. Parce qu'on a un système, on aurait un système qui fonctionne, qui peut stopper les individus, les dirigeants dans leur velléité au mal, parce que nous savons bien que les gens, ils ne sont pas Jésus de Nazareth, ils sont naturellement désordres, naturellement pervers, naturellement perfides, naturellement enclins au désordre. Donc, c'est capable de contenir les dirigeants dans leur velléité au mal. C'est dans un système comme ça, on pourrait se sentir à l'aise quand les partis exercent cette influence sur les conseillers présidents. Mais dans notre cas, nous sommes en droit d'avoir peur. Monsieur, il y a Sorel de qui vous pose la question. Est-ce que cette transition, selon vous, monsieur Lotier, jettera la base d'une démocratie plus efficace que les transitions que nous avons? Reprends pour moi la question, s'il vous plaît. Sorel de pose la question, et je cite, puisque vous parlez toujours de dernière transition, est-ce que cette transition-là que nous avons posera la base d'une démocratie plus efficace que les transitions que nous avions hier? Ça dépend. Ça dépend de plusieurs facteurs. Alors, l'un des panneaux indicateurs de la démocratie au XXIe siècle, c'est la participation populaire. C'est à l'aune de la participation populaire qu'on mesure la performance de la démocratie.
c'est en se basant sur la participation populaire que les démocraties sont notées. Et nous sommes à la frontière de deux temps. Un temps où le peuple pouvait seulement se prononcer lors du scrutin et un temps où le peuple pourrait avoir d'autres occasions de dire son mot. Par exemple, sous l'empire de la Constitution de 1987 accordait la parole au peuple quand il y a scrutin. Et après, le peuple doit s'abstenir de se prononcer des sujets d'intérêt national. Parce que le référendum, on dit que cela était interdit seulement concernant la réforme constitutionnelle, l'amendement constitutionnel, mais dans les faits, on n'a pas eu à consulter la population haïtienne sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec réforme constitutionnelle. Et donc, le référendum n'était pas un mécanisme de participation populaire appliqué sur la constitution que nous avons là maintenant, sous l'empire de la constitution que nous avons là maintenant. Maintenant, je dis ça dépend de la constitution que nous aurons après la réforme. Est-ce que nous aurons une constitution qui favorise une meilleure participation populaire, qui pose un mécanisme de participation populaire qui porte les dirigeants à consulter le peuple plus souvent sur les questions d'intérêt national, notamment le vote de la diaspora, la candidature des étrangers, de ceux-là qui ont plusieurs nationalités, et le droit des transgenres, l'homosexualité. Il y a plein de choses qui ont besoin d'un encadrement juridique de notre société, et le peuple pourrait être consulté. Dans d'autres sociétés, le peuple pourrait être consulté, mais chez nous, certaines fois, les autorités établies prennent sur eux la responsabilité de trancher sans le peuple, même s'ils ne sont pas trop légitimes. Alors, c'est pourquoi je dis ça dépend. Donc, ça, c'est un des enjeux que cache la réforme constitutionnelle. Est-ce qu'on aura une constitution qui favorise une meilleure participation populaire? Est-ce qu'on ne l'aura pas? Ça dépend de ce qui sera décidé comme contenu de la nouvelle constitution envisagée. Ernst Jean qui vous demande s'il n'y a pas de parlement. Est-ce qu'on peut parler de primature sans législature? Est-ce qu'on peut parler de primature sans législature? Oui, on peut. Rappelez-vous bien que nous sommes dans le cadre d'une transition. Cela dit, nous sommes en train de transiter d'une situation où il n'y a plus de pouvoir législatif établi. Il n'y a ça que dans la Constitution. Nous sommes en train de transiter de cette situation vers la situation idéale où nous rétablissons l'ordre constitutionnel. Et donc, dans ce contexte-là, généralement, c'est à un accord politique qu'on recourt pour prévoir ce qui sera fait, pour organiser la vie politique pendant la transition. Parce qu'il n'y a pas de situation intermédiaire, soit on est dans la Constitution, soit on est en dehors de la Constitution. Et en vertu d'un accord politique, je peux être président, je peux être premier ministre. Il suffit que les acteurs, les protagonistes se mettent d'accord. Et donc,
en absence de Parlement, le pays ne peut pas rester bloqué. Et donc, nous pouvons prévoir la mise en place de la primature en définissant une procédure particulière pour combler le vide de la primature. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons recouru à un accord politique qui prévoit un mécanisme de désignation de Premier ministre. Et c'est ce Premier ministre qui va conduire l'action gouvernementale avec ses ministres jusqu'à l'élection de président de la République qui pourra, à son tour, désigner un Premier ministre selon la formule tracée par la Constitution, sous l'empire de laquelle les élections seront réalisées. Donc, on entrera dans l'ordre constitutionnel, mais on n'y est pas maintenant. Maintenant, c'est l'accord politique qui nous donne toute l'habilitation dont nous avons besoin pour diriger, pour sortir de l'impasse, pour établir l'ordre constitutionnel. Donc, la réponse, on peut. D'accord, monsieur Lotur, c'est intéressant. Il y a une question de Jean-Eddy Cézille que j'aimerais bien vous poser. Il dit, si après 2 ans, 24 ans, la montagne du CPT accouche d'une très petite souris, j'ajoute, à quoi peut-on espérer? Quelle autre option qu'on a? Bon, il faudrait que je sache ce qu'il veut dire en disant une très petite souris. J'avais dit en termes d'objectifs, si les objectifs ne sont pas atteints et qu'il y a une insatisfaction au niveau populaire, et même de ceux qui ont signé l'accord. Deux cas peuvent se passer. Et il se peut que le Conseil ne délivre pas et ne livre pas et la marchandise dans le délai imparti. Ça, c'est un cas possible. Il se peut aussi que le CP réalise des élections contestées. Alors, tout ça peut entrer dans l'explication d'une petite souris. Donc, il se peut que, à l'issue des 24 mois, des 21 mois, le CP ne réalise pas les élections qui constituent le chantier le plus déterminant. Il se peut aussi que les élections réalisées soient contestées. Alors, dans le premier cas, la population qui est témoin de la marche du Conseil présidentiel peut accorder à ce Conseil certains bénéfices. C'est-à-dire, si la population est consciente de ce qui avait des difficultés empêchant le Conseil de donner les résultats attendus dans le délai imparti, eh bien bon, écoutez, le Conseil peut avoir un mandat prorogé, ne serait-ce que de quelques mois pour délivrer la marchandise. Évidemment, si la population estime que les contraintes sont réelles, s'il n'y a pas de dilatoire, parce qu'on ne peut pas tirer bénéfice de ses propres erreurs, mais si le Conseil entreprend de faire des dilatoires pour faire passer du temps, et il se pourra bien que le Conseil se heurte à la colère populaire si, à l'issue des 21 mois, les élections ne sont pas réalisées. Ça, c'est pour le premier cas. Deuxième cas, si les élections réalisées sont contestées, eh bien, on chemine d'un pas assuré vers une instabilité politique, un chaos politique qui nous mettra davantage en retard et en termes de développement économique. Bon, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix et de réaliser des élections contestées. Et pour cela, le Conseil doit faire l'effort d'utiliser la transparence dans tout le sens, dans tout le contenu du mot, autant que faire se peut, et des grognes
Et pour éviter autant que faire se peut, et des élections contestées. Alors, je n'ai pas la prétention de combler les attentes de ces îles, mais je crois avoir dit quelque chose en lien avec sa question. Évidemment. Il y a M. Alexis Luc qui a une question, qui a levé la main. M. Alexis, vous pouvez poser votre question, nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Maître Loture. Et encore merci pour votre présentation. Alors, je voudrais faire 2 points. Le premier point, c'est concernant est-ce que la primature existe et sans parlement? Et là, je voudrais faire un point d'ordre administratif. Alors, la primature, c'est un service public. De même aussi, la présidence, c'est un service public. Et ce service, il y a le principe de continuité de l'État. Donc maintenant, est-ce qu'il peut avoir un premier ministre sans le Parlement? Bon, vous venez de répondre oui, c'est vrai, mais il faudrait aussi compléter. Ce sera un premier ministre jusqu'à sa mort qui n'aura pas de décharge. Et vous n'avez pas mentionné ce point. Parce que si le Premier ministre n'a pas été approuvé ou bien voté par le Parlement, vous êtes à la tête de la primature et le corollaire en matière de gestion publique, c'est la notion de responsabilité. Ce Premier ministre, pendant sa mort, puis jusqu'à sa mort, il n'aura pas de décharge. C'est un premier point que je voudrais faire et je ne sais pas votre appréciation. Et deuxièmement, c'est concernant l'organe de contrôle de la transition. Moi-même, étant donné comme praticien de l'État, je suis vraiment très, très, très mal à l'aise avec cet organe. Parce que vous savez très bien, en droit public, l'administration a pour fondement la légalité. Donc, vous avez une structure qui n'est pas constitutionnelle, une structure qui n'est pas légale. Comment vous allez vous prononcer sur la gestion des ordonnateurs? Alors, vous autres, comme avocats, figurez-vous, cet organe de contrôle va pouvoir indexer, je ne sais pas, des ordonnateurs dans leur gestion. Mais arrivé au tribunal, vous allez casser cette décision. Pourquoi? C'est une structure qui n'a pas un fondement légal. Alors moi-même, dans ce champ de vide administratif, pourquoi ne pas préconiser et surtout les institutions existantes? Vous avez la Cour des comptes qui est là. C'est une institution constitutionnelle. Vous avez aussi l'ULCC aussi qui est là. Pourquoi ne pas responsabiliser les institutions légales et constitutionnelles existantes pour contrôler les ordonnateurs au lieu de créer une structure qui n'est pas légale? Donc, je ne sais pas, à votre avis, comment vous appréciez ce point de vue. Merci beaucoup. Merci, collègue. Merci, collègue Alexis, pour vos points de vue. Collègue, je partage entièrement votre deuxième point de vue. Et on n'aurait vraiment pas besoin d'avoir une structure comme l'OCAD et dont les membres n'auront aucune légitimité, mais vraiment aucune légitimité. On ne sait même pas sur quelle base, selon quels critères ils vont être choisis, alors qu'en fait, il existe des institutions de contrôle qui sont en place et qui continuent à contrôler, à exercer des contrôles administratifs. Je partage entièrement votre deuxième point de vue, mais par contre, je ne partage pas totalement votre premier point de vue. Alors, la relation entre le Parlement et le gouvernement, et ça,
ça, c'est un impératif d'un régime parlementaire. Et dans un régime parlementaire, le Premier ministre se confond avec le gouvernement et le gouvernement est l'émanation du Parlement, ou en d'autres termes, c'est l'expression de la confiance parlementaire. Alors, cette formule a été conçue pour s'assurer d'une meilleure stabilité du gouvernement. Parce que si le gouvernement est issu de la majorité au Parlement, on peut s'assurer d'avoir un gouvernement plus stable. Parce que la majorité qui est capable de renvoyer le gouvernement, si cette majorité supporte le gouvernement, on peut s'assurer d'une meilleure stabilité au niveau du gouvernement. Donc, c'est à cette préoccupation qu'a obéi cette formule, à savoir le gouvernement est l'émanation du Parlement. Mais en Haïti, nous avons emprunté cet élément caractéristique des régimes parlementaires européens, notamment de celui de la France. Et donc, le Parlement est donc compétent pour engager la responsabilité politique des membres du gouvernement et éventuellement renvoyer tout le gouvernement ou un membre du gouvernement si ce membre du gouvernement n'a plus la confiance parlementaire. Maintenant, quel lien ça a-t-il avec la question de la décharge? La décharge, on l'a pour sa gestion au terme d'un contrôle exercé sur alors, il y a deux organes qui concourent à cette formalité. Il y a d'un côté le Parlement où il doit être établi une commission bicamérale, c'est-à-dire constituée de 9 députés et de 6 sénateurs, avec pour mandat d'enquêter sur la gestion des ministres responsables devant le Parlement et à la fin de l'enquête, produire un rapport qui puisse être favorable ou bien défavorable concernant la gestion du dit ministre. Et c'est de l'autre côté, il y a la Cour des comptes. De l'autre côté, il y a la Cour des comptes qui n'est pas exclue de la démarche. La Cour des comptes a aussi la possibilité, la compétence pour exercer son contrôle à lui, à elle, son contrôle administratif, son contrôle financier et conclure éventuellement à l'existence d'une gestion saine ou à l'existence de détournement, de corruption, ou bien, etc., etc. Et donc, tous ces documents-là sont versés dans le dossier. Tous ces documents-là sont versés dans le dossier du ministre. Et quand le Parlement procède par vote majoritaire pour accorder ou ne pas accorder des charges, c'est juste pour entériner le travail de la commission bicamérale, c'est juste pour entériner le travail d'audit réalisé par la Cour des comptes. Donc, le Parlement intervient en dernier ressort pour entériner les rapports produits par la commission bicamérale et ceux produits par la Cour des comptes. Et donc, on peut être un Premier ministre sans légitimité présidentielle, sans légitimité parlementaire, on est quand même assujetti à la reddition des comptes. Donc, votre gestion peut être quand même auditée
même si vous n'avez pas eu la confiance parlementaire. Parce que on vous a confié des deniers publics qui vous assujettissent à la reddition des comptes. Donc, c'est ma compréhension par rapport au premier volet de votre intervention, et collègue Alexis. Merci pour la réponse, M. Loture. Il y a Mathen Toussaint qui avait une question. Il a levé la main. Nous vous écoutons, Mathen Toussaint. Et bonsoir à tous et merci, M. Loture. Et en fait, ma question est concernant un point que vous avez mentionné, et je suis d'accord, concernant dans ce contexte actuel, et tout ce qu'il faut faire doit être élaboré ou produit des accords politiques. Et nous sommes d'accord sur ce point. Mais en regardant les spectacles, qu'on peut dire, du Conseil présidentiel ces dernières semaines, et en considérant aussi que ce Conseil présidentiel a été imposé au pays par les États-Unis en utilisant la CARICOM comme intermédiaire, est-ce qu'on peut parler d'accord politique? Si on peut voir clairement la façon d'agir des membres de ce conseil montre qu'il n'existait aucun accord entre eux avant d'assumer cette responsabilité. Est-ce qu'on peut parler d'accord politique dans le contexte de ce conseil présidentiel? Merci Toussaint pour la question. Je vais essayer d'apprécier l'accord politique sous l'angle d'une convention, sous l'angle d'un contrat, sous l'angle d'un accord de volonté et un accord de consentement. Alors, l'accord politique du 3 avril, c'est un instrumentum, c'est un écrit. C'est un écrit qui constate une entente, un accord. C'est-à-dire, les parties prenantes se sont mis d'accord sur une forme de gouvernance. Les parties prenantes utilisent un écrit pour constater l'entente. Les parties prenantes se sont mis d'accord sur le mécanisme de désignation des représentants des secteurs. Eh bien, ils ont un écrit qui constate l'entente, qui constate l'accord. Et c'est l'accord. Donc, sur cette base, je peux dire qu'il y a un accord. Dans sa forme matérielle, nous l'avons, l'accord, et aussi sous l'angle dont je viens de faire état. Il y a un accord de consentement, un accord de volonté d'aller dans tel ou tel sens. Les volontés se sont accordées. Donc, de point de vue matériel, nous avons l'accord, l'écrit, l'instrumentum, et aussi, au point de vue abstrait, les parties prenantes se sont mis d'accord sur quelque chose. Maintenant, vous avez dit quelque chose qui paraît intéressant. Quand vous dites que, mais à regarder le comportement des conseillers présidents, peut-on dire qu'il y avait accord? Et là, je partage en partie votre opinion parce que comment comprendre que des conseillers présidents s'amusent à violer ce qu'ils ont signé il n'y a pas encore 15 jours, il n'y a pas encore 2 mois? Donc, ça peut nous conduire à remettre en question la volonté qui a été exprimée dans l'accord du 3 avril. On peut même aller jusqu'à se demander, est-ce qu'il y avait la sincérité qui devait caractériser la parole de ces dirigeants-là? Et donc, vous avez raison, j'ai bien compris la raison qui vous a poussé à poser cette question, et tout ça. D'accord, merci. Je vous en prie.
Merci, cher intervenant. Il y a un participant qui vous demande quel plan de sortie de crise que vous conseillerez au CT, si vous en avez. Merci. Très belle question. Quel plan de sortie de crise? Quel plan de sortie de crise? Bon, c'est un participant qui m'invite à faire une proposition parce que il ne suffit pas de faire le diagnostic, de mettre le doigt sur les problèmes, il faut aussi faire des propositions. Donc, je suis entièrement d'accord avec sa question. En guise de sortie de crise, je propose que les parties prenantes, c'est-à-dire les secteurs, laissent au moins de la chance au conseiller président pour qu'il puisse mettre en œuvre l'accord politique, pour qu'il puisse gouverner et pour qu'il puisse gouverner sans contrainte, et pas sous l'empire de la pression, pas sous l'empire de la contrainte. Deuxièmement, je voudrais proposer que les conseillers présidents restent accrochés à l'accord. Restent accrochés à l'accord parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le cadre juridique de la transition, c'est l'expression de leur consentement, de leur volonté, c'est ce qui encadre l'exercice de leur pouvoir, l'étendue de leur pouvoir, l'étendue de leurs compétences, etc., etc. Eh bien, écoutez, je propose que l'accord soit respecté, je propose que le décret soit respecté. Je propose enfin que les conseillers font passer en premier les intérêts nationaux avant les leurs. Parce que trop souvent, on a l'impression qu'ils se préoccupent à mettre en avant leur intérêt personnel. Et donc, nous n'avons pas besoin de ça. Parce que nous sommes en train de parler, nous parlons des conseillers, des humains qui sont mortels, c'est-à-dire ils peuvent tomber malades et mourir éventuellement. Et donc, ils ne sont pas plus importants qu'Haïti. Donc, je propose que les conseillers font passer en premier les intérêts nationaux et non leurs intérêts personnels. Et enfin, je propose vraiment que les conseillers sont à l'écoute du peuple haïtien. Parce que vous pouvez être bien un dirigeant qui prend en compte vos propres doléances, vos propres besoins. Donc, je propose que les conseillers soient à l'écoute du peuple haïtien pour que c'est sa voix qui soit écoutée, pour que c'est ses besoins qui soient considérés, pour que ce sont ses doléances qui soient entendues. Donc, ils doivent être à l'écoute de la population. Et je propose aussi au Conseil présidentiel de compter avec nos partenaires étrangers. Compter avec nos partenaires étrangers. Pourquoi? Pas pour se soumettre à leur volonté, pas pour intensifier l'ingérence de nos partenaires étrangers, mais parce que justement, nous ne pouvons pas faire, Haïti ne peut pas faire le choix de l'isolement, Haïti ne peut pas faire le choix du repli, Haïti doit compter avec ses partenaires dans ce monde globalisé et le multilatéralisme s'impose aujourd'hui à tous les États qui ne veulent pas être isolés. L'isolement n'a aucun intérêt et donc Haïti doit compter avec ses partenaires étrangers. Haïti doit surtout s'attacher à faire connaître ses vrais besoins aux étrangers. Et c'est comme ça que nous pouvons rapatrier une parcelle de souveraineté. Ce sont mes propositions pour le Conseil. Merci, M. Lotur.
vous nous rejoignez ce soir, on parle du Conseil présidentiel de transition. On a vu les apports et les limites et notre conférence. Ce soir, M. Tur, qui a passé une présentation, qui connaît l'administration publique, l'administration judiciaire de ce pays et qui est aussi un expert aussi en droit par rapport à tout ce qu'il nous a appris ce soir. Et nous avons eu vraiment de belles questions. Et la dernière question qu'on avait, c'était de Virginie. Maintenant, il est 21h43 minutes. Si je voudrais, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'il y a Jean-Eddy Cézil qui a levé la main. Si vous avez une dernière question, nous la prendrons. Jean-Eddy, vous pouvez la poser. Nous vous écoutons, Jean-Eddy. Il me semble qu'Eddy s'est déconnecté, peut-être involontairement. D'accord. Il paraît que ça a déjà posé sa question. Il y a Dudro. Dudro, vous avez une question. Nous vous écoutons. Votre micro est fermé. Bonsoir, professeur Lotur, bonsoir, maître Lotur, bonsoir à tout le monde. Alors, ma question, j'aimerais vous demander, professeur Lotur, est-ce que vous pensez que le Conseil présidentiel de transition est représentatif? Est-il vraiment représentatif de la population haïtienne? Parce que si l'on tient compte du mandat de ce conseil-là qui va organiser des élections, et vous avez parlé de la réforme constitutionnelle, par exemple, faire un amendement, changer la constitution, c'est pas une mince affaire. Donc, est-ce que vous pensez que ce conseil-là est vraiment représentatif de la population haïtienne pour avoir un tel mandat, pour engager ces genres de changements, si je peux dire? Bon, merci Georges pour la question. Bon, à la question de savoir alors il y a deux niveaux, hein, et il y a deux niveaux qu'on peut considérer. Est-ce que le conseil présidentiel est représentatif de la population? Est-ce que le conseil présidentiel est légitime? Il s'agit de deux questions qui n'appellent pas la même réponse. Les conseillers présidentiels ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas issus des urnes. L'élection constitue la seule ou bien la principale source de légitimité populaire. Donc, ils ne sont pas issus des urnes, les conseillers présidentiels ne sont pas légitimes. Mais, maintenant, est-ce que les conseillers présidentiels sont représentatifs de la population? Maintenant, à cette question, nous avons une réponse qui est plus ou moins positive. Pourquoi? L'accord du 3 avril, c'est l'aboutissement d'un dialogue politique qui a débuté depuis très longtemps. Un dialogue politique auquel ont participé plusieurs, mais vraiment plusieurs secteurs. Il ne s'agit pas seulement des partis politiques, il y a aussi d'autres secteurs et d'autres élites, et élites sociales, élites économiques, qui ont été au bord de la table pour discuter de la gouvernance, pour rechercher une solution à la crise qui sévit en Haïti. Et donc, quand il fallait aussi constituer le conseil, on a bien pris le soin de ne pas mettre de côté un ensemble d'acteurs. Et si vous regardez bien la représentation du conseil, il y a des conseillers issus des secteurs politiques,
il y a les confessions religieuses qui ont aussi dit leur mot. Il y a la diaspora qui a dit son mot. Il y a la société civile. Il y a le secteur privé qui est aussi représenté. Alors, moi personnellement, j'ai un problème avec la représentation du secteur privé. Alors, ce n'est pas un problème personnel avec nos hommes d'affaires qui prennent le risque d'investir dans notre pays. Non, nous n'avons aucun problème avec eux. On ne peut pas faire un pays avec des demandeurs d'emploi seulement. Nous ne sommes pas de ce genre. Nous ne tenons jamais de discours polarisants. Mais nous pensons que si vous faites le commerce et que vous soyez assujetti au paiement des impôts, je vois très mal que celui qui est assujetti à l'obligation de payer des impôts participe à la rédaction, à la conception du budget de la République. Donc, si vous faites le commerce, vous êtes assujetti au paiement de l'impôt, maintenant, vous ne pouvez pas participer à la conception du budget qui définit les tarifs. Donc, moi, je pense que ce n'est pas normal, même si on veut être beaucoup plus inclusif que possible. Mais il faut aussi éviter des collusions. Il faut éviter qu'un secteur s'enlise dans les plates-bandes de notre secteur. D'ailleurs, nous parlons de la politique. Il y a des professionnels de la politique. Il faut abandonner la politique aux politiques. Mais l'échec cuisant des politiques font que la population est favorable à l'idée que des gens de la société civile et du secteur privé occupent l'espace politique. Mais en temps normal, il faut séparer les élites. L'élite sociale participe à l'éducation de la masse. L'élite économique, l'élite gouvernante dirige le pays, s'assure du bien-être de la population. Et l'élite économique remplit son rôle quant aux investissements et la création des emplois, etc., l'augmentation de la croissance, etc. Il faut bien séparer les élites pour que ça passe mieux. C'est mon point de vue à moi. Excellent, excellent, excellent. Merci, cher intervenant, monsieur Franck Loture. C'était abondant, mais vraiment, il y avait tellement envie d'écouter un avis d'expert sur cette thématique que nous avons abordée ce soir. Je crois qu'au nom de tous les participants, nous faisons un grand merci et nous rappelons que cette conférence bien élaborée, bien nuancée, avec des gens qui savent, des gens qui ont de l'expérience, est rendue possible grâce au partenariat entre la NIDCA, l'Agence nationale et internationale de développement de compétences, et l'Institut universitaire des sciences, qui vous offre aussi la possibilité d'étudier. Parlez-en à vos amis, vos collègues qui souhaitent avoir une licence, un master ou un doctorat chez eux, ou en mode hybride, c'est-à-dire avoir la possibilité d'aller dans une antenne de l'IUS et continuer en ligne quand c'est possible. Donc, l'université est en train de révolutionner la diffusion et l'offre du savoir, et nous vous remercions pour cela. Et Dr Providence, si vous avez une question, un commentaire ou une annonce de la part de l'IUS, vous pouvez la faire. Dr Fred qui est là. Dr Providence est parti à ce qu'il paraît. Dr Providence semble ne pas être près de son micro. Et en guise de dernier mot, Monsieur Loture, est-ce que vous pensez que, c'est une question assez saugrenue, bizarre, mais je la pose de toute façon, que par rapport au problème majeur que confronte Haïti là maintenant, il faut quelqu'un qui ait de l'expérience dans l'administration publique au poste de paix, ou bien quelqu'un d'expert de n'importe où peut aider à résoudre ce problème-là? Je pense que ce sera la dernière question. Merci. Oui, l'expérience peut être un atout,
parce que n'oubliez pas, nous avons parlé d'une contrainte liée au temps. Nous avons un très court temps, le Conseil a un très court temps, et je rappelle que le Conseil présidentiel n'a pas encore son levier gouvernemental, il cohabite encore avec le gouvernement démissionnaire d'Ariel Henry. Le Conseil dispose de très court temps et les chantiers sont énormes. Et donc, il n'est pas conseillé d'avoir à la primature quelqu'un qui va passer 6 mois à apprendre l'État, 6 mois à s'adapter avant de pouvoir mettre la main, avant de pouvoir mettre le cap sur les chantiers qui nous attendent. Et donc, dans cette conjoncture, je pense qu'un Premier ministre ayant rompu des années de carrière dans l'administration de l'État, je pense que ce Premier ministre peut mieux et contribuer à obtenir les résultats attendus qu'un autre Premier ministre qui souffre d'un déficit d'expérience. C'est mon point de vue. Merci, Oui. Monsieur Loture. Déjà, on voit qu'il y a plus de 80 candidats de PM selon l'actualité. Donc, on va attendre. Est-ce que cette contrainte de temps sera résolue par ce CPT? Le temps nous en dira. Mais nous serons là comme jeunes élites à prendre note, à tirer les leçons pour qu'un jour, pour que nous puissions aussi faire mieux et meilleur pour ce pays. Donc, je rappelle que dimanche prochain, nous parlerons de territoire et de risques. Comment vivre en Haïti avec tous ces risques, toutes ces dangerosités inhérentes. Donc, déjà, je vous souhaite bonne fin de nuit et merci pour votre présence. Et quant à moi, comme modérateur, nous nous retrouverons le dimanche prochain pour une autre conférence. Merci aussi à vous, cher Monsieur Loture. Merci aux participants. Je ne sais pas si Monsieur Docteur Providence est déjà de retour. Il se peut qu'il s'en aille. Non, je suis pour là. moi, c'était formidable. Merci encore, Monsieur Loture. Merci à vous. C'était très bien. Je remplace le docteur Providence. C'était pour remercier Franck Loture pour sa conférence et pour la perspicacité de ses réponses. Merci à tous d'avoir participé. Et au nom de l'IUS, je remercie Smith de sa structure et de la collaboration. Allez, bye. Merci, Fred Selimène. Au revoir. Au revoir. Au revoir.